Van était autrefois un employé de bureau épuisé, travaillant jour et nuit sans relâche, pour finir malgré tout le mois complètement fauché. Cependant, tout changea lorsqu'il se réincarna dans le corps d'un tout petit enfant noble. Il était confus face à ce nouvel environnement, car la dernière chose dont il se souvenait était d'être rentré du travail. Pourtant, pour une raison étrange, il gardait aussi un vague souvenir d'être né ici. Il s'approcha de la fenêtre pour regarder à l'extérieur, mais au même instant, sa servante, Teal, se précipita pour l'en empêcher, craignant qu'il ne tombe et ne se blesse gravement. Van possédait également des souvenirs de Teal et de sa famille dans ce monde, ce qui l'amena à conclure qu'il s'agissait probablement de l'un de ces cas de réincarnation dont tout le monde parlait. Cela dit, Teal trouvait tout de même très étrange qu'il sache parler aussi correctement alors qu'il n'avait que 2 ans et qu'il essayait encore de manger son propre pied la veille. Elle supposa donc qu'il avait simplement pris conscience de lui-même de façon soudaine, comme cela arrive parfois chez les jeunes enfants. Plus tard dans la journée, Van déjeune avec sa famille lorsque son père, Jalpa, demande à chacun ce qu'il compte faire aujourd'hui. La plupart répondent qu'ils étudieront la magie, puis Jalpa se tourne vers Van et lui pose la même question. Normalement, on s'attendrait à entendre un charabia incompréhensible de la part d'un enfant de 2 ans, mais Van déclare calmement qu'il souhaite apprendre l'histoire et la culture de ce pays, car il y a encore beaucoup de choses qu'il ignore. Jalpa est extrêmement satisfait de cette réponse. Pour lui, le fait que Van parle avec une telle maturité signifie qu'il deviendra sans aucun doute un noble compétent. Il affirme avec enthousiasme qu'il attend avec impatience l'évaluation magique de Van, lorsqu'il aura 8 ans, convaincu qu'il héritera de l'affinité de feu de la famille. Cependant, voir leur père couvrir Van d'éloges rend ses frères quelque peu jaloux. Dans ce monde, il existe plusieurs types de magie, et les nobles accordent une importance particulière à la magie offensive, car elle leur permet de protéger leur peuple. Malgré cela, Van est encore trop jeune pour commencer à apprendre la magie. Ainsi, dans l'après-midi, le majordome s'approche de lui avec une pile impressionnante de livres et l'informe qu'il sera désormais responsable de son éducation académique. On pourrait penser que les études seraient faciles pour Van grâce aux connaissances de sa vie passée, mais en dehors des mathématiques, apprendre la langue de ce monde ainsi que toute son histoire s'avéra particulièrement difficile. Heureusement, le calcul intégral n'existe pas ici, ce qui lui épargna ce traumatisme. 2 années passent, et Van commence un entraînement de base à l'épée sous la supervision de Teal. Toutefois, ses petites jambes rendent les déplacements très compliqués, si bien que Teal s'amuse constamment à se moquer de lui. Mais lorsque la gouvernante en chef découvre la façon dont Teal traite Van, celle-ci est immobilisée pendant que les autres servantes demandent à Van de lui infliger une punition appropriée. Van estime qu'une punition n'est pas nécessaire. Même si Teal peut être agaçante, il ne lui en veut pas pour quelques taquineries. Cependant, les autres lui expliquent que manquer de respect à un noble est un crime grave dans ce pays, et qu'il est donc obligé de la punir d'une manière ou d'une autre. Puisque c'est ainsi, Van se contente de donner une petite pichenette sur le front de Teal et déclare que cela suffit comme punition. 1 an plus tard, Van a 5 ans. Il a enfin pris l'habitude de manier son petit corps, au point de pouvoir tenir tête à des garçons plus âgés que lui. Il parvient facilement à prévoir leurs mouvements, car ils ne réfléchissent pas vraiment à la stratégie, et malgré cela, sa performance reste impressionnante. Les garçons sont tous stupéfaits de voir à quel point Van est fort malgré son jeune âge, et encore plus choqués par la gentillesse avec laquelle il les traite, alors qu'ils ne sont que des roturiers. Après avoir terminé son entraînement de la journée, Van décide de se reposer un moment sous un arbre voisin. Quelques instants plus tard, le capitaine de la garde de nuit, Dee, vient engager la conversation avec lui. Très impressionné par son talent à l'épée malgré son âge, Dee lui propose de l'entraîner personnellement. Van lui répond toutefois qu'il passe déjà la majorité de son temps à étudier avec Asparta. Dee affirme que ce n'est pas un problème. Il suffirait simplement d'ajuster son emploi du temps afin de dégager plus de temps pour l'entraînement. Mais même si Van n'apprécie pas particulièrement les études supplémentaires, il a le sentiment que s'entraîner à l'épée toute la journée serait encore pire. Il préfère donc conserver son planning actuel. Puisque telle est sa décision, Dee n'a pas l'intention de le forcer, mais il insiste tout de même pour l'entraîner personnellement chaque fois qu'il ne sera pas en cours avec Asparta. Van ne parvient pas à se défiler et demande simplement à Dee d'y aller doucement avec lui. Celui-ci accepte, du moins en parole, car dès qu'ils commencent à s'entraîner,
Dee attaque sans la moindre retenue. Cela continue ainsi toute la journée, et Van commence sérieusement à se demander comment un monstre comme Dee peut bien exister, surtout quand sa façon de se reposer consiste à faire des squats dans le vide pendant les pauses. L'entraînement est brutal, mais Van doit admettre qu'il est aussi amusant. Cependant, après une année entière à suivre ce rythme impitoyable entre études et entraînement, Van est au bord de l'effondrement mental. Il rêve simplement de pouvoir sortir jouer comme un enfant normal. C'est alors que Till lui dit qu'il a le droit de prendre un jour de repos s'il le souhaite, une possibilité que Van n'avait même jamais envisagée. Dans ce cas, il répond qu'il aimerait aller au marché, puisqu'il n'y est encore jamais allé. Une fois sur place, il est émerveillé par la foule immense et l'agitation qui y règne. Till lui explique qu'il s'agit du plus grand marché du royaume et que, juste derrière eux, se trouve la chambre de commerce Mary, la plus grande entreprise du pays. À ce moment-là, Van remarque un homme qui traîne un garçon derrière lui et demande ce que cela signifie. L'homme lui ordonne de se mêler de ses affaires, mais il remarque aussitôt les gardes tout autour et comprend qu'être impoli ici serait extrêmement risqué. Il finit par expliquer qu'il est venu vendre son fils comme esclave. Van est surpris de voir que tout le monde agit comme si c'était parfaitement normal, mais Till l'informe que, pour les familles pauvres, vendre leurs enfants contre de l'argent est malheureusement assez courant. Peu après, une employée de la chambre de commerce sort pour voir d'où vient tout ce vacarme. Elle reconnaît immédiatement Van comme le 4e fils du marquis. Elle lui dit qu'elle se réjouit de pouvoir le servir aujourd'hui et qu'il peut lui demander tout ce dont il a besoin. Van lui demande alors d'estimer le prix de l'enfant de cet homme. À première vue, le garçon ne semble pas particulièrement spécial. Alors Rosalie demande à l'homme quelle est l'affinité magique de son fils. L'homme explique que son enfant possède une magie de larcin, mais comme ce type de magie n'a que très peu de valeur, Rosalie lui annonce que la meilleure offre qu'il puisse obtenir serait inférieure à 3 pièces d'argent. Furieux d'apprendre que son fils ne vaut pas autant qu'il l'imaginait, l'homme déverse sa colère sur le garçon et se met à le piétiner violemment. Rosalie lui dit qu'il ne devrait vraiment pas traiter son fils de cette façon, mais l'homme lui répond de se mêler de ses affaires. Puisqu'elle refuse de payer plus de 3 pièces d'argent, il annonce qu'il va se rendre au manoir de Didi pour tenter d'y vendre son fils. Avant qu'il ne parte, Van prend la parole et propose d'acheter le garçon pour 5 pièces d'argent. L'homme comprend qu'il n'obtiendra probablement jamais une meilleure offre. Il accepte l'argent sans discuter davantage et s'en va aussitôt. Van s'approche alors du garçon, tranche les liens qui le retenaient et lui demande son nom. Le garçon se relève et répond qu'il s'appelle Kamshen. Van lui dit alors qu'à partir de maintenant, il est libre de faire tout ce qu'il... et les autres sont surpris d'entendre cela, car ils pensaient que Van comptait faire de Kamshin son esclave. Cependant, Van ne soutient pas l'esclavage et n'a aucune intention de devenir un maître d'esclaves. Cela dit, puisque Kamshin n'a ni argent ni foyer où retourner, Van lui propose de l'emmener avec lui au manoir. Toutefois, il doute fortement que son père accepte qu'un garçon inconnu vive chez eux en tant qu'invité, ce qui signifie qu'il devra officiellement devenir son esclave. Van n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée de devenir le maître de Kamshin, mais comme ce dernier semble accepter la situation sans protester, il finit par accepter de conclure un contrat maître-esclave. Rosalie propose de les aider à établir le contrat. Elle prend alors leurs 2 mains et commence à réciter un sort. Une fois l'incantation terminée, un emblème apparaît sur la main de Kamshin. Rosalie leur explique qu'il s'agit de la preuve que le contrat a été conclu avec succès. Normalement, elle facturerait des frais pour ce genre de service, mais comme c'est la première visite de Van au marché, elle décide de ne rien lui faire payer. Quelques semaines plus tard, Van est de retour au manoir, et Kamshin s'est parfaitement adapté à son rôle d'assistant personnel. Mais ce jour-là, il apporte une mauvaise nouvelle. Il informe Van que Dee est à sa recherche pour une séance d'entraînement supplémentaire. Terrifié par cet homme, Van tente de s'en sortir en soudoyant Kamshin avec un biscuit et lui demande de le couvrir. Kamshin étant prêt à tout pour Van, lorsque Dee arrive à sa recherche, il ment en affirmant que Van n'est pas là. Dee comprend immédiatement que Kamshin lui ment, mais il faut un certain courage pour mentir à quelqu'un comme lui. Malheureusement pour Kamshin, Dee apprécie ce cran et décide de l'entraîner à la place. Il se fait donc traîner de force pour une séance d'entraînement impitoyable. Une autre année s'écoule et Van est sur le point d'avoir 8 ans. Dans toute la ville,
On se demande quel type de magie il obtiendra lors de son évaluation. La famille de Van est réputée pour ses affinités avec la magie du vent ou du feu, et tous sont persuadés qu'il éveillera une puissante magie offensive. Cependant, le jour de l'évaluation, il est révélé que Van ne possède absolument aucune magie d'attaque. À la place, il dispose d'une magie de production. Son père entre dans une colère noire, car la magie de production est considérée comme la pire de toutes les formes de magie. Elle exige de rassembler tous les matériaux à l'avance et de posséder une image extrêmement précise du processus de fabrication. Autrement dit, il faut un effort colossal rien que pour créer un... Jalpa considère désormais Van comme une honte pour la famille et lève son épée pour le tuer sur le champ. Mais au dernier instant, Mercia, le seul des frères de Van qui l'apprécie réellement, s'interpose devant lui et demande à leur père d'attendre. Il lui rappelle l'existence de ce village isolé dont ils ne tirent pratiquement aucun bénéfice. Situé à l'extrémité de leur territoire, ils ne comptent qu'une centaine d'habitants et ne possèdent aucune spécialité notable, ce qui lui confère très peu de valeur stratégique. Cependant, en raison de son isolement, la population n'est pas particulièrement loyale à leur famille. Mercia suggère donc que l'envoi de Van comme représentant permettrait de mieux intégrer ce village au reste du territoire. C'est aussi une bien meilleure alternative que de le tuer purement et simplement. Jalpa accepte cette proposition. Il ordonne alors à Van de faire ses bagages et de quitter le manoir dès qu'il sera prêt, le prévenant que s'il tarde, il le regrettera. Une fois Jalpa et les autres partis, Mercia se tourne vers Van et s'excuse de ne pas avoir pu faire davantage pour lui. Compte tenu de la vision de leur père sur la magie, c'était le meilleur dénouement possible. Van remercie Mercia de l'avoir protégé, et ce dernier lui promet de l'aider autant qu'il le pourra. Le lendemain matin, Van commence à préparer ses affaires. Till n'en revient pas que le marquis exile son propre fils dans un village reculé simplement à cause du type de magie qu'il possède. Mais Van lui répond qu'au contraire, il s'en réjouit. En tant que seigneur d'un village éloigné, il n'aura probablement pas grand-chose à faire, ce qui lui permettra enfin de mener une vie paisible et tranquille. Son père lui a interdit d'emmener des chevaliers avec lui, mais grâce à Mercia, Van parvient tout de même à engager une dizaine d'aventuriers pour l'aider à transporter ses affaires. À ce moment-là, Till accourt et annonce qu'elle souhaite l'accompagner. Van accepte sans hésiter. Puis Dee apparaît à son tour et propose de suivre Van afin de poursuivre leur entraînement. Van, en revanche, n'est absolument pas ravi par cette idée. Il rappelle à Dee que Jalpa a interdit aux chevaliers de l'accompagner, mais Dee fait mine de ne pas avoir entendu. Le majordome décide également de se joindre à eux. Une fois tout préparé, le groupe se met en route vers le village isolé. Ce départ était censé se faire discrètement, car Jalpa ne voulait pas que l'on sache qu'il avait exilé son fils. Cependant, les habitants adorent Van. Ils le reconnaissent immédiatement et sortent en masse pour lui offrir un départ grandiose. Pendant qu'il se trouve dans la carriole, Van essaie pour la première fois d'utiliser sa magie de production et parvient à transformer un simple bâton en une petite épée. Till l'informe qu'ils arriveront bientôt au village, ce qui soulage Van, car ils ont déjà parcouru une longue distance. Avant leur arrivée, il dit à Compson qu'il peut retourner au manoir du marquis s'il déteste cet endroit. Il précise même qu'il peut le libérer de son contrat d'esclave et qu'en parlant à son frère, Mercia, il s'assurera qu'il soit bien traité. Compson lui répond qu'il a déjà décidé de lui consacrer sa vie. Peu importe le danger, il le servira et restera à ses côtés pour toujours. Van, nerveux, lui demande s'il vient de le demander en mariage, voulant savoir s'il l'aime vraiment à ce point. Compson confirme sans la moindre hésitation, affirmant qu'il l'admire profondément, tandis que Van commence à réaliser à quel point son dévouement est intense. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, la carriole s'arrête brusquement, et les chevaliers informent Van que le village semble être attaqué en ce moment même. Van descend immédiatement pour tenir une réunion rapide afin de décider de la marche à suivre. Dee lui explique que les assaillants doivent être des bandits ou d'anciens mercenaires déchus, puisqu'ils semblent habitués au combat. Van observe leurs attaques et analyse la situation. Le village est entouré d'une palissade, mais celle-ci est inefficace contre les flèches. Des hommes à l'allure robuste se tiennent devant la porte, ce qui signifie que les villageois doivent maintenir une défense en formation de tortue. Il estime grossièrement que l'ennemi compte une 50aine d'hommes, alors que de leur côté, ils ne disposent que de quelques chevaliers et d'un groupe d'aventuriers. Dee demande immédiatement à Van de le laisser rejoindre le combat,
affirmant que s'ils attaquent ensemble, ils devraient pouvoir les repousser. L'un des aventuriers intervient, disant que c'est bien trop dangereux vu leur infériorité numérique. Dee le reconnaît comme étant Orto l'aventurier et lui répond qu'il est conscient du danger, qu'ils subiront probablement des pertes, mais qu'ils peuvent les chasser à coup sûr. Orto lui rappelle qu'ils ont été engagés uniquement pour protéger Van jusqu'à son arrivée au village, et qu'il n'acceptera jamais une mission mettant la vie de ses camarades en danger. Dee lui explique alors que ce village est le premier territoire de leur seigneur, et que ses habitants sont ses premiers citoyens. Ils doivent donc tirer l'épée, maintenant qu'ils sont menacés. Orto admet que c'est une magnifique preuve de chevalerie, mais que cela n'a rien à voir avec des aventuriers comme eux. Dee, frustré et conscient qu'il ne pourra pas les faire changer d'avis, leur demande au moins de protéger Van, ajoutant qu'ils pourront fuir si la situation tourne mal. Orto accepte cette requête minimale, mais Esparta s'y oppose immédiatement, affirmant que si Dee venait à mourir, le village n'aurait aucun avenir, même s'il parvenait à en reprendre le contrôle. Dee lui demande alors quelle solution il propose, et Esparta leur révèle qu'il est en réalité un mage élémentaire, sur lequel ils peuvent compter pour sa puissance de combat. Il compte d'abord ériger un mur défensif, derrière lequel les aventuriers devront lancer des attaques à distance. Une fois l'attention de l'ennemi attirée sur eux, Dee et ses hommes chargeront par le flanc, car une série d'attaques surprises, Van lui demande alors s'il compte rester en arrière pour se battre, et Esparta le confirme, affirmant que s'il ne sert pas d'appât et ne continue pas à attaquer depuis derrière le mur, Dee et ses hommes mourront en vain. Van lui répond aussitôt qu'il ne peut pas faire ça, car il mourra à coup sûr, mais Esparta insiste, disant que c'est sa dernière chance de montrer sa force en tant que vieil homme. Il lui demande de lui accorder cette requête égoïste, mais Van lui rappelle qu'il a déjà énormément contribué à leur maison et qu'il ne peut pas mourir dans un endroit pareil. Dee et ses hommes ne peuvent pas mourir non plus, car ils sont tous membres de l'ordre chevaleresque de leur maison, et il est hors de question de les laisser subir le moindre mal. De plus, s'ils perdaient leur stratège d'exception, Esparta, et leur meilleur combattant, Dee, ils ne seraient plus capables de développer ses terres, et son père lui ôterait la vie sans la moindre hésitation. C'est pour toutes ces raisons que Van décide que ce sera lui qui servira d'appât. Teal intervient immédiatement pour l'en empêcher, disant qu'elle préfère être l'appât à sa place si l'autre option est qu'il y aille. Compson acquiesce, affirmant qu'il ferait exactement la même chose, mais Van tente de calmer Teal et lui explique qu'il ne veut voir mourir aucune personne qui lui est chère, et cela inclut Compson. Il dit ensuite à Compson qu'il doit être libre et qu'il souhaite qu'il profite réellement de sa vie. C'est pourquoi il annonce à tout le monde qu'il va foncer avec la carriole et attaquer de front, tandis que les autres devront lancer des attaques à distance depuis les deux flancs. Dee essaie de l'arrêter, mais Van lui rappelle qu'il s'est entraîné à l'épée avec lui tous les jours et qu'il ne mourra pas si facilement. Même s'il venait à mourir, au fond de lui, Van pense qu'il n'existe pas de fin plus noble pour un seigneur que de mourir pour son peuple, et c'est pour cela que l'idée de laisser son corps derrière lui ne le dérange pas. Annoncer sa mort ne ferait de toute façon que causer des ennuis à sa maison, alors il n'a aucune intention de reculer maintenant. Orto est visiblement surpris par une telle détermination, et à cet instant précis, un souvenir de quelques jours plus tôt lui revient à l'esprit. Il se plaignait d'avoir à garder le fils d'un noble, disant qu'il n'existe aucun homme bien parmi la haute noblesse, qu'il méprise tous les aventuriers et les gens du peuple. Ses compagnons étaient d'accord avec lui, mais lui demandaient alors pourquoi il avait accepté la mission dans ce cas. Orto leur avait répondu que c'était parce qu'il comptait continuer à opérer dans la marche de Ferdio pendant un certain temps, et qu'il n'avait donc pas eu d'autre choix que d'accepter ce travail. C'est alors que Van s'était approché de lui et s'était présenté avec gentillesse, disant qu'il avait entendu qu'il serait chargé de sa protection et qu'il tenait à le remercier convenablement. Orto ne s'attendait clairement pas à recevoir la gratitude d'un noble, et il ne savait pas comment réagir. Van s'était contenté de sourire et de complimenter sa carrure, disant qu'il avait vraiment l'allure d'un héros vétéran. Orto balaie la remarque d'un geste, mais ses compagnons lui rappellent qu'il avait pourtant affirmé qu'il n'existait aucun bon noble. Après le départ de Van, ils ajoutent qu'il semble finalement qu'ils auront à protéger un enfant tout à fait ordinaire, et Orto admet alors que, manifestement, tous les nobles ne se ressemblent pas. De retour au présent, Orto comprend que Van est loin d'être un gamin ordinaire. Il décide donc de l'aider, déclarant qu'ils lui confieront leur vie. Van tente de l'en dissuader, mais Orto lui répond que,
Puisqu'un enfant est prêt à risquer sa vie, s'il continuait à protester, ses camarades lui en voudraient. Pluriel, l'une des aventurières, acquiesce et avoue qu'elle se moquait autrefois de l'idée qu'un noble puisse avoir une réelle détermination, car tous ceux qu'elle avait rencontrés jusque-là n'étaient que de belles paroles. Cependant, Van a même pris le temps de mémoriser les noms d'aventuriers comme eux, et c'est précisément pour cette raison qu'ils estiment pouvoir lui confier leur vie. Van reste sans voix, tandis que Dee lui explique qu'ils sont des chevaliers d'honneur au service du marquis, et que le protéger ici et maintenant revient à défendre l'avenir même de la maison. Esparta ajoute qu'il ne peut tolérer qu'un seigneur adopte une stratégie aussi irresponsable, et qu'une fois les ennemis repoussés, il lui enseignera les responsabilités qu'il porte en tant que possible héritier du titre de marquis. Sans perdre davantage de temps, Esparta demande à tout le monde d'ajuster la stratégie qu'il a proposée et de la mettre à exécution. Il commencera par ériger un mur défensif et lancer des attaques à distance, tandis que les hommes de Dee prendront le flanc gauche et que le groupe d'Ortho chargera par la droite. Une fois le plan clair, Esparta dresse immédiatement des murs défensifs près du village en l'espace de quelques secondes. Ortho se met à courir avec son groupe, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce que ce vieux majordome soit un mage aussi puissant. L'un de ses compagnons lui répond que s'il avait refusé la requête de ce garçon, celui-ci aurait risqué sa vie à leur place. Ortho reconnaît alors que Van ira loin, et qu'idéalement, il verrait même d'un bon œil ce garçon devenir roi. Les bandits continuent de tirer des flèches, cherchant à s'emparer du village le plus vite possible. Cependant, ils sont pris par surprise par le groupe d'Ortho et aperçoivent soudain les immenses murs dressés derrière eux. Le chef des bandits ordonne d'attaquer tout ce qui se trouve derrière ces murs, mais Dee en abat plusieurs à coups d'épée. Comme prévu, l'ennemi tombe dans le piège. Aventuriers et chevaliers encerclent alors les bandits depuis les deux flancs. Lorsque certains bandits réalisent à qui ils ont affaire, ils prennent immédiatement la fuite devant Dee. Leur nombre chute en un instant, mais leur chef refuse d'abandonner et fonce droit vers l'autre côté des murs pour attaquer ceux qui s'y trouvent. Personne ne parvient à l'arrêter à temps, et Pluriel est prise par surprise. Cependant, avant que le bandit ne puisse la blesser, Van crée une diversion et parvient à attaquer ses jambes par derrière, l'immobilisant. Khamsen saisit l'occasion pour l'achever d'un coup d'épée, et Van avertit Pluriel qu'il est très probable que l'ennemi concentre désormais son attention sur leur position. Elle doit donc rester vigilante face à ce qui se trouve devant elle. Pluriel reste sans voix, se demandant simplement qui est réellement cet enfant. Une fois tout terminé, Ortho informe son groupe que l'ennemi a subi de lourdes pertes et qu'ils n'ont enregistré aucune victime, ce qui constitue le meilleur résultat possible. Dès qu'ils recevront leur paiement, cette quête sera officiellement terminée. Mais Ortho se sent désormais un peu curieux au sujet de Van. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent à gagner ici, mais il aimerait savoir ce qu'il pense de rester quelque temps. Après leur départ, Pluriel lui annonce qu'elle restera. Van lui a sauvé la vie et elle souhaite lui rendre l'appareil. Les trois autres aventuriers décident également de rester, expliquant qu'il est difficile de croire qu'un enfant, surtout âgé de moins de 10 ans, puisse se déplacer et combattre de cette façon. Ortho acquiesce et ajoute que Van est aussi bien plus aimable que tous les nobles qu'il a connus jusqu'à présent. Les aventuriers lui expliquent qu'ils veulent voir ce que cet endroit deviendra sous la gouvernance de Van, et qu'ils resteront donc quelque temps pour l'aider. Pendant ce temps, Esparta s'approche de Van et l'informe qu'il sent que les villageois se sont rassemblés près de l'entrée. Van dit alors à tout le monde que c'est leur première fois ici, et qu'ils doivent avancer avec fierté. Une fois à l'intérieur, Van se présente, déclarant qu'il est leur nouveau seigneur, Van Furtio. Un vieil homme se présente à son tour sous le nom de Ronda, expliquant qu'il est le chef du village et le remercie d'avoir sauvé leur foyer. Il précise que ce n'est pas la première fois que cela arrive et que le village a été attaqué plusieurs fois rien que cette année. Van lui demande pourquoi il pense que ce village est autant pris pour cible, et Ronda explique que lorsqu'il faisait partie du comté de Ferdinando, des chevaliers patrouillaient la région, mais que tout cela a disparu aujourd'hui. Autrement dit, depuis que ce village est devenu une partie de la marche de Furtio, sa survie est en danger. Van s'excuse, expliquant que son père, le marquis Furtio, n'est pas encore pleinement informé de la situation des plus petits villages. Ronda lui demande alors s'il veut dire par là que les villages modestes ne méritent pas d'être protégés, puisqu'ils ne rapportent presque rien en taxes. Van lui répond calmement que se plaindre de l'état du royaume ne résoudra rien,
mais l'un des villageois éclate de colère, affirmant qu'un noble comme lui ne peut pas comprendre. Van lui demande de se calmer et leur rappelle qu'il est en train de discuter de l'avenir du village. Il admet qu'il est vrai que les nobles portent une grande responsabilité et que les défauts des lois instaurées par les fondateurs du royaume, les Belrinettes, sont en cause. Cependant, ils ne peuvent pas changer les lois du royaume. Ainsi, il existe 3 mesures concrètes qu'ils peuvent prendre pour assurer la protection du village. Premièrement, ils doivent produire quelque chose d'une valeur telle que le royaume ne pourra pas ignorer ce village. Deuxièmement, ils doivent gagner régulièrement suffisamment d'argent pour engager des mercenaires. Et troisièmement, ils doivent améliorer et développer le village par leurs propres moyens. Une femme du village lui dit qu'ils avaient eux aussi envisagé ces solutions, mais que toutes sont bien plus faciles à énoncer qu'à mettre en œuvre. Van reconnaît que cela a sans doute été difficile jusqu'à présent, mais désormais, leur nouveau seigneur est arrivé, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et développer ce village. Un lourd silence s'installe alors, et Van comprend rapidement qu'ils ne lui font pas du tout confiance. Esparta décide d'intervenir. Il explique qu'il a servi le marquis Ferdio en tant que majordome en chef. Il précise que Van s'est vu confier des terres à l'âge de 8 ans, après avoir été considéré comme un prodige depuis sa plus tendre enfance. Dee prend également la parole, se présentant comme le commandant adjoint de l'ordre chevaleresque de Ferdio et affirmant qu'il est lui aussi ici pour servir Van. Les villageois sont visiblement surpris, mais aussi soulagés et rassurés d'apprendre que des personnes aussi fiables sont désormais à leur côté. Rhonda demande aussitôt à Van s'il est capable d'utiliser la magie élémentaire. Van précise rapidement qu'ils possèdent surtout une affinité avec la magie de production et qu'ils ne doivent donc pas attendre grand-chose de lui sur le plan du combat. Cette déclaration fait aussitôt retomber l'enthousiasme des villageois. Cependant, un autre homme du village prend la parole pour demander ce qu'il adviendra des taxes. Après tout, fournir 30% des récoltes a été une épreuve extrêmement difficile jusqu'à présent. Van décide alors de réduire temporairement l'impôt à 10% des récoltes, estimant qu'il est plus important pour eux d'assurer d'abord un mode de vie stable. C'est une nouvelle incroyable pour les villageois, qui ressentent immédiatement un immense soulagement. Van décide ensuite de commencer par renforcer les défenses du village. Il demande à Esparta si son mur de terre créé par magie est durable. Esparta lui explique qu'il conserve son intégrité tant que le sort est actif, mais qu'une fois le mana dissipé, il redevient un simple monticule de terre. Van comprend qu'il faudra le remplacer par quelque chose de plus solide à long terme, mais lui demande malgré tout d'ériger un mur de terre comme mesure temporaire. Esparta s'exécute et dresse en quelques secondes un immense rempart de terre autour du village, stupéfiant tous les habitants. Van ajoute qu'il aimerait également creuser un fossé afin de ralentir d'éventuels pillards. Dee lui demande de laisser cette tâche aux chevaliers, affirmant qu'ils installeront aussi des pièges et des collets. Van trouve l'idée excellente et explique aux villageois que la coopération de chacun sera essentielle à partir de maintenant. S'ils restent unis, ce village pourra renaître, plus fort qu'il ne l'a jamais été. Quelque temps après avoir pris cette décision, Van se rend dans la forêt pour tester sa magie de production. Il utilise sa magie sur des bûches de bois et sent une chaleur grandir lentement au creux de son estomac. Lorsque le mana atteint le bout de ses doigts, il doit percevoir chaque fibre du bois, puis les torsader ensemble pour les renforcer, comme des fils assemblés, avant de les tisser encore plus. Teal et Kamzen observent sa création avec un air légèrement perplexe. Alors Van leur explique qu'il s'agit d'un bloc de fibres, un peu comme ces matériaux en nanofibres. Ils n'ont clairement aucune idée de ce dont ils parlent, mais Van continue malgré tout à fabriquer ces blocs à partir de bois. Les aventuriers s'approchent alors pour voir ce qu'il est en train de faire, et Orto remarque que les blocs sont bien plus légers et plus durs qu'il ne l'aurait imaginé. Il décide d'essayer d'en couper un en deux avec son épée, mais le bloc reste intact, sans la moindre égratignure. Teal souligne que ces blocs sont faits de bois, mais Orto rétorque qu'il a frappé assez fort pour trancher de la pierre. Après cette démonstration, Van réalise que sa création pourrait être extrêmement utile, et il décide de continuer à produire des objets toute la journée. Teal et Kamzen restent à ses côtés, et elle lui demande s'il n'a pas épuisé son mana. Van lui répond qu'il n'a pas l'impression d'être fatigué, ce qui pousse Kamzen à lui dire qu'il a entendu dire que la magie de production consomme énormément de mana, au point que la plupart des gens ont du mal à créer ne serait-ce qu'un seul objet.
Van commence alors à se demander comment le mana fonctionne normalement, et tout en y réfléchissant, il utilise sa magie de production pour transformer un bloc de fibres en une épée élégante. Kamzen contemple l'arme avec des yeux ébahis, et Van décide de la lui offrir en cadeau. Teal le regarde avec espoir, mais son enthousiasme retombe aussitôt lorsque Van lui tend une hache terrifiante. Pris de remords, Van décide qu'il lui fabriquera plus tard un accessoire mignon pour se faire pardonner. La nuit venue, son corps est endolori après avoir campé à l'extérieur pendant si longtemps. Il n'a pas non plus pu se baigner, ce qui le met mal à l'aise. Et même si Teal et Kamzen font comme si tout allait bien, il sait qu'ils doivent être épuisés eux aussi. Cela lui fait réaliser qu'ils devraient assurer leurs besoins fondamentaux avant de renforcer les défenses du village, et il décide alors d'essayer de fabriquer une maison. Le lendemain, Rhonda remarque un énorme tas de blocs de fibres au centre du village, et Van lui demande s'ils peuvent y construire leur demeure. Rhonda lui explique que cet endroit n'a pas servi de place publique depuis longtemps, et qu'il serait donc parfait pour y bâtir le manoir du seigneur. Van le remercie, sachant que lorsqu'ils auront un peu plus de marge, il travaillera dur afin qu'ils puissent organiser une fête des récoltes ou un carnaval. Une fois cela décidé, il tente de vérifier s'il est réellement capable de créer quelque chose d'aussi grand qu'une maison grâce à sa magie de production. Il commence par les piliers, d'abord les 4 coins, puis détermine la taille de la bâtisse, créant de fins fils qui s'enfoncent profondément dans le sol afin de renforcer. Après un certain temps, il construit déjà de nouvelles maisons dans tout le village et rénove celles qui avaient encore une chance d'être sauvées. Certaines étaient dans un état terrible, mais malgré tout, Van parvient à leur donner un aspect tout neuf. Ensuite, tout le monde est impressionné par les pouvoirs magiques du garçon. Van explique que tout cela n'est que de la connaissance de base. Il commente que les maisons étaient organisées par groupes de 4, avec de larges rues disposées en quadrillage. Les maisons familiales étaient construites de manière standardisée, afin qu'il n'y ait aucune différence entre elles. Cela suffit pour l'instant, mais il dit qu'à l'avenir, lorsqu'il obtiendra des pierres de meilleure qualité, il a l'intention de reconstruire chaque maison une nouvelle fois. Les villageois sont très heureux de ces améliorations. De plus, Van construit également un simple bain public à côté de son manoir. Il voulait seulement prendre un bain paisible, mais il est ravi de voir que tout le monde a aimé l'idée. La construction s'est faite facilement. Il demande à Pluriel d'utiliser sa magie de l'eau pour remplir la baignoire et à Comzone de chauffer l'eau avec du feu et du bois. Les filles suggèrent que Van se baigne avec elles, mais le garçon devient embarrassé et préfère refuser. Lorsqu'ils entrent, ils sont enchantés par le lieu. Une aventurière commente qu'elle n'aurait jamais imaginé que Van traiterait les villageois avec autant de confort. Sa servante déclare que Van est un noble incroyable et qu'elle pourrait énumérer ses qualités sans même réfléchir. Après cela, c'est au tour de Van de se baigner avec son ami. Pendant ce moment, Van remarque que le garçon développe déjà des muscles et finit par se sentir un peu envieux. Son ami répond que, comparé à Dee, ce n'est encore rien. Van commente qu'à côté de Dee, tout le monde semble faible. Soudain, un homme apparaît et demande s'il a été appelé. Van essaie de partir, mais l'homme lui demande d'attendre, disant qu'ils vont se baigner ensemble. Après un bain relaxant, Van décide de se coucher tôt afin de pouvoir travailler à nouveau le lendemain. À l'aube, Van se lève et, avec les cheveux, il décide que l'endroit servira à la fois pour se baigner et comme source d'eau potable. Pour cela, il utilise son épée, qui perce des dizaines de mètres en un seul coup. Dee entre en scène et les autres commencent à creuser manuellement. Pendant que Van suit derrière en renforçant le sol et les parois, il remarque que Dee continue de travailler en riant, plein d'énergie, et il devient curieux de savoir pourquoi. Espada se pose aussi la question, car Dee approche de la quarantaine et montre encore autant d'endurance. Van comprend que le travail peut être amusant parce qu'ils aident les habitants et, ce faisant, peuvent attirer des marchands au village à l'avenir, ce qui est essentiel pour une vie confortable. Dans l'après-midi, Van pense qu'il serait mieux d'interrompre le travail, mais Dee préfère continuer. Comme ils approchent du village, Van demande à Dee de surveiller ses aides, car beaucoup d'entre eux sont épuisés. Dee croyait avoir créé une bonne méthode d'entraînement, mais finit par être averti qu'en faire trop n'est pas une bonne idée. Van est surpris de réaliser que Dee a encore beaucoup d'énergie à revendre. Le lendemain, après beaucoup d'efforts, ils parviennent enfin à tout terminer en seulement quelques jours. Van demande à Espada d'ouvrir le passage,
Et lorsque cela se produit, tout le monde est émerveillé par le résultat. Personne n'aurait imaginé que cela tournerait aussi bien. Les villageois se réjouissent, car il y a désormais suffisamment d'eau dans le village. Bien qu'une inquiétude subsiste, si la pluie est trop abondante, le niveau pourrait monter et provoquer des inondations. Van propose de construire un lac derrière le village, et Espada acquiesce, expliquant qu'il pourra servir de réservoir en période de sécheresse. Après quelque temps, ils parviennent à le faire facilement. Le vieil homme est très satisfait, car grâce à Van, il ne sera plus nécessaire d'aller à la rivière pour chercher de l'eau. Van se sent également heureux d'avoir enfin de l'eau en abondance dans le village. Le lendemain, il parvient à améliorer le mur, combinant terre et pierre pour le rendre aussi durable que du béton. Tout le monde se sent soulagé, car même si des voleurs apparaissent, ils seront protégés. Van décide de renforcer la sécurité encore davantage et construit une simple baliste. Avec un bouclier à l'avant, elle peut bloquer les attaques tout en permettant de riposter avec des carreaux. Les habitants sont impressionnés de réaliser que la magie de Van peut créer pratiquement n'importe quoi. Il sait que le village est petit, mais maintenant il est bien meilleur qu'avant. Espada se sent également plus rassuré, car de simples voleurs ordinaires ne pourront pas envahir le lieu. Dee commente que si Jalpa avait vu ce pouvoir plus tôt, la famille Marquis aurait beaucoup prospéré avec Van comme seigneur ou comme assistant. Espada lui demande de ne pas dire ça, rappelant que le chef de la famille avait toujours davantage valorisé la puissance de combat. Dee répond que la puissance de Van est largement suffisante pour le combat, peut-être même supérieure à celle de quiconque. Espada lui dit de ne pas exagérer, car la force de Van n'est pas destinée à des attaques directes. Dee explique que la guerre ne se limite pas à attaquer, mais implique aussi la stratégie. Van met fin à la discussion en affirmant qu'il n'y a aucun intérêt à comparer les talents, car chacun devrait simplement faire de son mieux avec ce qu'il possède. Peu après, le ventre du garçon gronde, et sa servante décide de préparer un bon repas. Lorsqu'ils rentrent chez eux, elle remarque qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Espada explique alors qu'il est inutile de se concentrer uniquement sur la protection du village si celui-ci ne dispose pas d'une source de revenus régulière. Actuellement, au mieux, seul un marchand itinérant apparaît une fois par mois, et il n'y a presque aucun commerce avec l'extérieur. Van pense que cela suffit, puisqu'il peut créer des meubles avec sa magie et vivre de ce que produisent les champs. Espada argue que, de cette manière, il ne sera pas possible de fabriquer les friandises que Van aime tant. Le garçon s'irrite et décide qu'il va créer quelque chose à vendre dans le village. En sortant, Van commence à chercher des idées et des ressources pouvant être utilisées pour développer l'endroit. Soudain, un des aventuriers apparaît et explique qu'il avait acheté un bouclier. Mais qu'en le touchant légèrement avec une épée en bois, l'objet s'est fendu en deux. Même ainsi, grâce à son pouvoir, Van parvient à le renforcer et à le rendre encore plus durable qu'auparavant. Peu après, le même aventurier demande à Van s'il serait intéressé par l'achat de minerais, expliquant que dans cette forêt, peut-être parce qu'elle se situe au pied des montagnes de Wolfsburg, se trouvent de nombreuses bêtes magiques puissantes. Peut-être pour cette raison, il est possible de collecter des minerais rares sans avoir à gravir les montagnes. Ils ont trouvé du fer, ainsi que du cuivre, de l'argent et même un peu d'or. À la surprise générale, ils sont également parvenus à trouver du mithril. Van est étonné qu'un tel minerai ait été découvert dans cette région et demande pourquoi l'endroit n'a jamais été exploré auparavant. L'aventurier répond que la zone est isolée et que, pour les étrangers, le risque ne vaut pas la peine. Il suppose que les seules explorations réalisées par le passé l'ont été par des chevaliers. Après cela, Van se rend compte qu'il peut y avoir de nombreuses autres ressources autour du village. Curieux, il demande s'il peut utiliser un peu du fer qu'ils ont trouvé. Après avoir obtenu la permission, il parvient à le purifier sans difficulté. Tout le monde est impressionné et demande s'il serait capable de forger une épée. Après s'être concentré, Van en crée une sans aucune difficulté, laissant tout le monde enthousiaste, et il commence bientôt à demander s'il pourrait également fabriquer quelque chose pour eux. À ce moment-là, Espada apparaît sur les lieux et, en réalisant qu'ils ont trouvé du mithril, commente qu'il est extrêmement rare de découvrir ce minerai dans une forêt. Il explique que cela ne serait courant que si un donjon se trouvait à proximité. L'aventurier demande s'il existe un donjon dans cette région, mais Espada répond qu'il ne le sait pas. Il ajoute que si un donjon se trouve à proximité, la situation changerait complètement. Beaucoup de gens commenceraient à passer par le village, accompagnés de marchandises. Van comprend que,
S'ils découvrent un donjon, l'importance du village augmenterait considérablement. Les donjons sont considérés comme de véritables trésors nationaux, remplis de ressources précieuses telles que des vêtements, des bijoux et d'autres objets rares. Normalement, lorsqu'une guilde reçoit la nouvelle de la découverte d'un nouveau donjon, une règle stipule que des succursales doivent être ouvertes dans les villes et villages voisins. Même ainsi, Van sait qu'à l'heure actuelle, le village ne pourrait pas accueillir autant d'aventuriers. Espada approuve et ajoute qu'il ne s'agirait pas seulement d'aventuriers, mais aussi de marchands et même de guerriers. De plus, Van comprend que les pays voisins pourraient tenter d'attaquer la région pour en tirer profit. Pour cette raison, il conclut qu'il est préférable d'agrandir le village le plus rapidement possible. Si cela est fait rapidement, personne dans la famille de Van ne pourra interférer. Ainsi, il décide qu'il n'est pas judicieux de chercher un donjon pour le moment. À son retour chez lui, Van reçoit la nouvelle que des lézards blindés approchent du village. Le garçon ordonne immédiatement que la porte soit levée. Puis, il demande l'aide de tous pour protéger le lieu et maintenir le village debout.